Quand on dit tropical, on pense tout de suite aux plages de sable blanc, aux forêts denses, à cette chaleur un peu moite. Mais au-delà de l'image de carte postale, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot? Qu'est-ce qui définit cet immense, cet incroyable domaine? Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement une sensation que tout le monde connaît. Cet air qui semble lourd, presque tangible. C'est vraiment ça la signature du climat tropical. C'est un point de départ qu'on peut tous ressentir avant même de regarder le moindre chiffre. Mais bien sûr, la science, elle, ne peut pas se contenter d'une simple sensation. Alors comment les spécialistes, les géographes et les climatologues définissent-ils précisément ce qu'est le domaine tropical? Bon, rentrons dans le vif du sujet. En fait, il y a 3 critères, 3 règles d'or. La première, il n'y a pas d'hiver froid. La température moyenne du mois le plus frais reste toujours au-dessus de 18 degrés. La deuxième, et celle-là elle est intéressante, l'écart de température entre le jour et la nuit est plus important que l'écart entre les saisons. Et enfin, troisième point, il doit pleuvoir assez pour qu'on puisse cultiver sans avoir besoin d'irriguer. Et quand on applique ces 3 règles toutes simples à l'échelle du globe, le résultat est juste impressionnant. Le domaine tropical, ça représente presque un tiers des continents de notre planète. C'est pas juste une région, c'est un véritable système monde, absolument gigantesque. Une des choses les plus fascinantes avec ce système monde, c'est que le rythme des saisons, il n'est pas du tout dicté par la température, mais par la pluie. On oublie l'hiver et l'été. Ici, on parle de saison sèche et de saison des pluies. Et attention, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un seul climat tropical, mais plusieurs. On passe du tropical humide, où il pleut quasiment toute l'année, au tropical sec, où la saison sans pluie peut s'étirer sur 9 mois, avec des pluies qui sont en plus très imprévisibles. C'est un monde tout en nuances. Le meilleur exemple de ce contraste incroyable entre le sec et l'humide, c'est sans aucun doute la mousson. Le mot lui-même veut dire saison en arabe. Il désigne cette bascule spectaculaire des vents qui, chaque été, amène sur l'Asie du Sud un véritable déluge et qui transforme des paysages complètement arides en terres verdoyantes. Pour se rendre compte de la puissance du phénomène, imaginez ça. Plus de 11 mètres de pluie en moyenne chaque année à Cherrapunji. C'est la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Et tout ça, c'est la mousson qui vient se bloquer contre les montagnes de l'Himalaya. Mais le climat tropical, c'est aussi parfois des phénomènes d'une violence inouïe. Le cyclone, qu'on appelle aussi typhon ou ouragan, selon l'endroit où on se trouve, en est l'exemple le plus marquant. C'est une immense machine thermique qui va puiser toute son énergie dans les eaux chaudes des océans. Et tous les cyclones ne se ressemblent pas. En fait, il y a une vraie montée en puissance, une escalade qu'on classe selon la vitesse des vents. On commence par une simple dépression qui devient ensuite une tempête. Et puis, dès qu'on dépasse les 118 km/h, là, on entre dans la catégorie reine, le cyclone. Et quand un de ces mustres touche la Terre, les conséquences sont absolument terribles. On parle de vents qui peuvent tout arracher, de pluies diluviennes qui peuvent déverser en une seule journée ce qui tombe en un an dans certaines régions, et d'une montée brutale du niveau de la mer qui vient submerger les côtes. Bon, après la fureur du ciel, penchons-nous un peu sur la mémoire de la Terre. Parce que pour vraiment comprendre le paysage tropical, il faut changer complètement d'échelle de temps et remonter bien avant l'apparition de l'homme, à l'époque des supercontinents. Alors voici l'ancêtre commun de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Australie, le Gondwana. La plupart des terres tropicales d'aujourd'hui, ce sont des fragments de cet immense continent qui a commencé à se briser il y a plus de 160 millions d'années. C'est fou d'imaginer ça. Et cet héritage géologique, on le voit partout. Il se manifeste par d'immenses plateformes de roches très anciennes, ce qu'on appelle les boucliers. Ces roches, surtout des granites, ont donné naissance à des sols très très spécifiques, qui sont pauvres en calcaire mais extrêmement riches en fer. Et ça nous amène à un processus chimique qui est fondamental, la ferralitisation. Pour faire simple, c'est comme si les roches rouillaient, un processus accéléré par la chaleur et l'humidité. C'est ça qui libère les oxydes de fer et qui donne au sol, aux pistes d'Afrique ou d'Amazonie, cette couleur rouge si caractéristique. C'est la toile de fond sur laquelle toute la vie va pouvoir s'exprimer. Et justement, sur ces sols très anciens et sous ce climat plein de contrastes, la vie a littéralement explosé, avec des formes spectaculaires. Mais elle s'est organisée principalement autour de 2 grands types de paysages, 2 mondes presque en opposition. La forêt dense d'un côté et la savane ouverte de l'autre. Ce face-à-face est vraiment saisissant. D'un côté, on a la forêt, un monde tout en verticalité, où la compétition se joue pour attraper la lumière, avec une faune qui est adaptée à la vie dans les arbres. Et de l'autre côté, la savane, un monde horizontal, le royaume des hautes herbes, des grands herbivores et du feu.
Le problème, c'est que cet équilibre entre la forêt et la savane, qui a été façonné sur des millions d'années, eh bien aujourd'hui, il est bousculé à une vitesse absolument vertigineuse. L'action humaine, ce qu'on appelle l'anthropisation, est devenue le facteur numéro 1 qui redessine le monde tropical. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est l'effet domino. La disparition quasi totale des forêts primaires, ça ne fait pas que laisser la place à des savanes. Ça met les sols à nu, ce qui accélère l'érosion de façon dramatique, et par conséquent, ça vient appauvrir les précieuses réserves d'eau souterraines. Et pour vraiment saisir la brutalité de ce changement, un seul chiffre sur l'Amazonie suffit. En à peine 35 ans, le temps d'une génération, la surface détruite a été multipliée par 20. C'est une transformation à une vitesse qu'on n'a jamais vue à l'échelle géologique. Ce qui nous amène à cette question finale, une question qui résume tout le paradoxe d'aujourd'hui. Ce domaine, qu'on s'imagine comme le sanctuaire de la nature la plus sauvage, est peut-être devenu l'un des espaces les plus profondément marqués par la main de l'homme. Une question qui laisse songeur sur l'avenir de près d'un tiers des terres de notre planète.